Le maître des bois. Première partie. Les premières inquiétudes. Tout commence en 2004, dans le petit village de Saint-Alban, niché au cœur de la forêt de la Double, en Dordogne. Un endroit si reculé, que peu de gens en ont entendu parler. Pourtant, cette année-là, le nom de Saint-Alban allait faire la une des journaux régionaux. Le 14 octobre 2004, un fermier du village, Marcel, constate la disparition de son chien, un berger allemand, nommé Titus. Marcel cherche partout dans les bois alentours, appelle son chien à travers les champs, Titus. Mais Titus reste introuvable. 2 jours passent, et Marcel commence à perdre espoir. Il parle de la disparition de Titus à ses voisins, qui, à leur tour, se mettent à chercher, pensant que le chien s'est peut-être simplement égaré. Mais sans succès. Ce n'est que le début de ce que les habitants appelleront plus tard la malédiction de Saint-Alban. Les semaines passent, et d'autres animaux commencent à disparaître. Un chat, 2 chèvres, puis, une vache. À chaque fois, les bêtes semblent s'évaporer sans laisser la moindre trace, ni corps, ni empreinte. Les habitants commencent à parler. La peur s'installe lentement. Mais la situation prend une tournure encore plus sombre. En décembre 2004, Jérémy, un garçon de 9 ans, est porté disparu, alors qu'il rentrait chez lui, après l'école. Ses parents, affolés, contactent immédiatement la gendarmerie. L'affaire est confiée à Jamel, un gendarme local. Ce dernier est particulièrement touché par ces malheureux événements. Il a grandi dans ce village, et connaît chacun des habitants. Il lance les recherches, toute la communauté se mobilise par solidarité. Et même des renforts, venus des villages voisins, s'y joignent. Les bois sont fouillés, les rivières sondées. Mais le petit Jérémy reste introuvable. L'affaire prend une tournure nationale. Les médias s'emparent de l'histoire. Les autorités envisagent toutes les hypothèses. Une fugue, un enlèvement, un accident. Mais aucune piste sérieuse n'émerge. Les jours passent, puis les semaines. Et toujours aucun signe de Jérémy. La famille de Jérémy commence à perdre espoir, et à se morfondre.
Les théories du village. À Saint-Alban, les rumeurs vont bon train. Certains parlent d'une bête sauvage, un loup peut-être. D'autres évoquent des trafiquants d'animaux. Mais, une autre théorie, plus sinistre, commence à circuler. Celle d'un prédateur humain. Certains villageois méfiants commencent à soupçonner un des leurs. Un homme solitaire, un peu étrange, qui vit à l'écart du village, dans une vieille maison délabrée. Il s'appelle Robert. Toujours vêtu de vieux vêtements, il passe ses journées à errer dans la forêt, à ramasser du bois mort ou à réparer ses clôtures. Il parle peu. Et quand il le fait, ses propos sont souvent incohérents. Les enfants l'évitent, le surnommant le fou du village. Un soir, lors d'une réunion informelle, au café du village, plusieurs habitants évoquent la possibilité que Robert soit impliqué dans les disparitions. Il est toujours là, où les événements se produisent. Et son comportement étrange ne fait qu'alimenter les soupçons. Mais sans preuve, la gendarmerie ne peut rien faire. Jamel interroge Robert, mais il nie toute implication. Et aucune preuve tangible ne peut le relier aux disparitions. L'escalade de la terreur. L'hiver 2005 est rude, avec des températures glaciales et de fortes chutes de neige. Saint-Alban est presque coupé du monde, les routes étant difficilement praticables. Et pourtant, les disparitions continuent. Deux autres enfants disparaissent, à quelques semaines d'intervalle, toujours sans aucune trace. Cette fois, la panique s'empare du village. Les habitants barricadent leurs maisons. N'osent plus sortir après la tombée de la nuit. Et les enfants ne vont plus à l'école. Les autorités, sous pression, décident d'intensifier les recherches. Ils envoient des enquêteurs spécialisés. Des battues sont organisées, des chiens pisteurs sont déployés. Mais une fois encore, les recherches ne donnent rien. L'atmosphère dans le village est devenue irrespirable. Chacun suspectant son voisin, redoutant d'être le prochain à perdre un proche. Nous sommes en mars 2005. Jamel est désespéré. Il a tout essayé pour élucider cette affaire. Il se souvint d'une autre théorie, qu'il avait entendue au café. Une théorie bien moins tangible, tant elle semblait improbable. Mais,
Il ne pouvait s'empêcher d'y songer. Sarah, la bibliothécaire, parle d'une entité malfaisante, qui habitait la forêt. On raconte, qu'il y a des centaines d'années, il y avait eu une série de meurtres. Tous les cadavres, avaient été retrouvés, tout près d'un autel sacrificiel, dans la forêt. Les légendes racontent que, ces horribles événements, avaient été orchestrés, par cette entité maléfique. Jamel se rendit donc, à la bibliothèque, d'un pas lourd, mais incertain. Il demanda à Sarah, si elle pouvait le mener à cet autel, où les corps avaient été retrouvés. Sarah se dirigea vers la bibliothèque, prit un livre, intitulé « Le Maître des Bois ». Elle le feuilleta, afin d'y trouver des détails, sur ce lieu. La plupart des pages, étaient déchirées, ou même brûlées. Cela ressemblait plus, à un grimoire ésotérique, qu'autre chose. Par chance, l'une des seules pages en bon état, était celle, de la cartographie des lieux. Elle est difficilement compréhensible. Mais Sarah pense, pouvoir y emmener le gendarme. Ce qu'elle fit. Ils traversèrent tous deux, la forêt de la Double, jusqu'à arriver à un endroit très reculé. À la limite de la forêt, près d'une rivière. Ils se mirent à chercher. Puis, Jamel souleva un amas de débris, et de branches, qui se révéla être un charnier improvisé. Sous les débris, il trouva les corps des animaux disparus, horriblement mutilés. Mais, ce qui leur glaça le sang, c'était la présence d'ossements humains, parmi eux. L'identification est difficile. Mais, il est clair que, ces restes appartiennent à Jérémie, le premier enfant disparu.